quels sont les tests de laboratoire à faire. Et ici, ce sera un peu plus long pour vraiment bien comprendre les concepts entre différents dosages que vous pouvez faire dans le sang et comment les interpréter. Il existe sur la testostérone, par exemple, on parle de la testostérone libre, la testostérone biodisponible, la testostérone totale et l'indice de testostérone libre. Alors, la testostérone totale qu'on trouve dans le sang, c'est toute la testostérone qu'on trouve dans le sang, consiste de la testostérone libre, c'est la partie qui est capable de rentrer directement dans les cellules cibles. Il y a un rapport avec une autre testostérone qui est liée à l'albumine et c'est une très faible liaison à l'albumine. Donc ça veut dire que ce qui est lié à l'albumine rentre aussi très facilement dans les cellules. Et la testostérone liée à l'SHBG rentre très difficilement dans les cellules. Donc cette partie-là est plus ou moins fixe. Et attendez, je vais plutôt montrer ça directement. La testostérone biodisponible consiste de la testostérone libre et celle qui est liée à l'albumine. Donc, donc la testostérone biodisponible n'est pas la testostérone libre. Ce n'est pas la même chose. Il y a plus de testostérone biodisponible que de testostérone libre, puisque celle qui est liée à l'albumine rentre aussi facilement dans les cellules. Et les fractions dans le sang, la testostérone libre, c'est une très petite fraction, de 1 à 3%. Donc, si vous vous basez que sur la testostérone libre, vous n'avez pas suffisamment de dosage pour bien faire un bon diagnostic. C'est intéressant, mais pas terrible. D'autant plus que la moitié des labos dans le monde, parce que j'ai des patients qui viennent d'un peu partout, et donc j'ai parfois des tests un peu partout, le testostérone libre, pour la moitié des labos, est entre 5 et 25 picogrammes par ml. Et dans les autres labos, c'est entre 50 et 250 picogrammes par ml. Donc, il y a vraiment un test avec le problème, avec le test kit. Et en fait, c'est la testostérone entre 50 et 250 picogrammes par ml qui est le bon test kit. Si on choisit un test kit, il faut choisir celui qui parvient à mesurer beaucoup plus de testostérone. Donc, alors, la testostérone liée à l'albumine est la moitié de la testostérone dans le sang et 44% seulement de la testostérone qui circule dans le sang est liée à l'SHBG chez l'homme. Chez la femme, il y a plus. Et alors, l'indice de testostérone libre, c'est en fait le rapport entre la testostérone totale, toute la testostérone qui est dans le sang, et la SHBG. Plus il y a des SHBG dans le sang, parce que certains hommes ont des taux de SHBG très élevés, plus la testostérone reste dans le sang et ne rentrera pas dans les cellules. Donc vous pouvez avoir quelqu'un avec une très bonne testostérone, apparemment, mais une SHBG très élevée. Et ça veut dire que le rapport entre la testostérone et le SHBG sera bas parce qu'il y aura peu de testostérone par rapport à beaucoup de SHBG. Ça veut dire qu'il y a peu de testostérone qui pénètre dans les cellules. Et on peut avoir une déficience. Donc, la testostérone totale dans le sérum, il y a, comparé aux femmes, 20 fois plus de testostérone chez l'homme que chez la femme. Maintenant, il semblerait qu'il avait un problème avec le dosage du test kit utilisé chez les femmes pour la testostérone. Et maintenant, on mesure des taux de testostérone plus élevés avec des dosages meilleurs. Et on parle plutôt que l'homme n'a que 10 fois plus de testostérone que chez la femme. Donc, par exemple, chez un homme en très bonne santé et un très bon taux de testostérone, 7000 picogrammes par ml, comparé avant à 350 picogrammes par ml. Maintenant, on mesure plutôt des taux de 550 picogrammes par ml en moyenne chez la femme. Et c'est plutôt 6500 chez l'homme. Donc, c'est plutôt 10 fois avec les nouveaux test kits. Alors, le point de vue traditionnel, c'est que testostérone totale sérique, pour qu'il y ait une déficience, il faut que ce taux de testostérone totale soit en dessous de la valeur inférieure de référence. Mais ces valeurs ne sont pas des valeurs de santé. Ce sont des valeurs statistiques, ces valeurs de référence. Si toute la population serait déficiente en testostérone, on aurait quand même des valeurs statistiques. Et 95% des patients qui vont au laboratoire, ou des hommes, vont être entre ces valeurs limites statistiques. Et donc, on nous avait parfois appris qu'il fallait, dès que c'était à l'intérieur des valeurs de normalité, c'était OK.
mais ce n'est pas OK. On verra que des études montrent que ce n'est pas du tout OK quand on est bas normal dans les taux de référence. Et donc, dans le taux de sang, vous avez une limite inférieure. Ici, on l'a mis en picogrammes par ml à 3000 et la limite supérieure est aux environs 10 000 picogrammes par ml. Ça varie un peu de labo en labo, mais en général, c'est plus ou moins ça. Et ce qu'on croit traditionnellement, c'est qu'il faut être en dessous pour être en déficience et que tout ça, à l'intérieur, c'est optimal. Et quand vous voyez ça, par exemple, donc, avec l'âge, la limite inférieure diminue de la référence, puisque chaque catégorie d'âge, avec l'âge, les taux de testostérone diminuent, donc on a d'autres valeurs de référence. Et ça, c'est plus ou moins la valeur inférieure de référence qui diminue avec l'âge, la valeur supérieure de référence. 95% des gens sont ici, seulement 2,5% de la population se trouve en dessous des valeurs de référence. Donc il faut déjà être très gravement déficient, je dirais, ça on va voir, pour être là en dessous. Donc, point de vue traditionnel, c'est que cette diminution du taux sérique de testostérone lié à l'âge est en fait quelque chose de très sain parce que c'est une adaptation qui permet de diminuer le risque de cancer et de maladie cardiaque. Alors, les preuves scientifiques sont absolument zéro. Donc, c'est nouveau, c'est ces mythes qu'on nous apprend très jeunes. Et alors, en fait, l'intervalle de référence est une valeur statistique, ce n'est pas une valeur de santé. On sait où sont les autres, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans des normes de santé, si on est à l'intérieur de ces valeurs de référence. Il existe en fait de nombreux déficients de testostérone à des taux de testostérone sérique à l'intérieur de l'intervalle de référence. Et donc ici, tous ces taux, si on pousse un peu le bouchon un peu loin. À tous ces taux, il existe des études qui montrent que quand vous êtes là et vous n'êtes pas le plus haut, vous êtes en fait, vous avez un risque augmenté de maladie. Et ceci vaut pour d'autres hormones. Et en fait, quand vous voyez la morphologie des gens, c'est plus ou moins quelqu'un qui a un taux bas et très peu musclé, par exemple, plus musclé et encore plus musclé si on a vraiment un taux élevé. Donc, ça, même le corps est différent. Alors ici, vous avez quelques études, par exemple. Là, en dessous de la valeur inférieure de référence, vous avez la dysfonction érectile. Ici, on l'a mis entre nanogrammes par décilitre. Donc, ça veut dire que la valeur de référence sont entre 300 et 1000. Eh bien, là, vous êtes à moins de 231, vous avez la dysfonction érectile, vous avez plus de dépression. Donc, ça, on dirait que c'est encore normal, puisqu'ils sont en dessous de la valeur inférieure de référence. Mais vous avez déjà en dessous de 450 et de 332, vous avez d'autres incidences. Vous avez plus de maladies coronariennes quand vous êtes à un taux qui est à l'intérieur des valeurs de référence. Ici, ces taux sont aussi à l'intérieur des valeurs de référence et vous avez plus de diabète de type 2 et plus de fatigue et perte de libido. Et là, vous avez aussi plus de mortalité quand vous êtes en dessous de 600, mais presque la moitié de la population masculine est en dessous de ça, presque 40%. Et quand vous êtes en dessous d'un taux plus ou moins de 840, vous avez augmentation de la mortalité comparé à quelqu'un qui a un taux plus élevé que ce taux-là. Vous avez plus de cancer agressif de la prostate. En fait, ce sont des relations linéaires inverses. Disons que plus le taux de testostérone est élevé, moins vous avez ces problèmes. Vous avez aussi plus de syndrome métabolique, vous avez plus d'ostéoporose. Donc, et ceci vaut pour beaucoup d'hormones anabolisantes. Plus haut est le taux, mieux c'est, mais il ne faut quand même pas être au-dessus de la valeur supérieure de référence, mais quand même assez proche de la valeur supérieure pour être dans une zone plus protégée. Ici, là, c'est vraiment des relations inverses. La raideur artérielle, la sarcopénie qu'on a plus les triglycérides sont plus élevés quand vous avez des taux plus bas entre 700 et 900 nanogrammes par décilitre. Ce sont des études significatives, des associations significatives. Vous avez aussi une pression artérielle systolique ou diastolique plus élevée. Donc, il vaut mieux avoir un taux relativement élevé. Mais on verra
que le taux optimal va quand même différer par personne. Donc, en fait, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui en fait n'est pas bien, et il est à l'intérieur de la valeur de référence, c'est parce qu'en fait il est trop bas dans cet intervalle de référence. Ses taux de testostérone sont trop bas. Et ça peut expliquer sa fatigue, la baisse de morale, l'excès de graisse abdominale, par exemple. En fait, si on en croit ces études, il faut être autour de la limite supérieure. Et ce n'est pas quelque chose que je vous conseille aux patients parce qu'il y a d'autres problèmes. On va agrandir le corps, on a un peu parlé de ce bodybuilder. Il faut trouver le bon dosage pour chaque personne. Et je pense que ça, c'est le bon dosage. Mais c'est, en tout cas, pour vous dire, il ne faut surtout pas être dans ces taux-ci. Peut-être dans la zone jaune et la zone verte, mais pas dans les zones rouges et oranges. Ça sont des taux qui, pour n'importe qui pratiquement, comme homme, ne sont pas bons. Alors, quel est le taux optimal de testostérone? En fait, on va devoir aussi juger sur la silhouette. Quelqu'un qui est devenu très grand et très musclé a eu beaucoup de testostérone au-dessus de la moyenne. Quelqu'un qui est moyen doit avoir un taux moyen de testostérone à l'intérieur des valeurs de référence d'un jeune adulte, parce que nous avons construit notre corps entre 18 et 25 ans, et là on a un taux optimal plus ou moins de testostérone pour le corps, et le corps s'est adapté à ça. C'est ce taux-là qu'on doit retrouver chez ce patient. Et en tout cas, ceux qui sont grands et fort musclés ont eu des taux plus élevés que quelqu'un qui est moyen ou quelqu'un qui est petit. Celui-ci a probablement eu plus de testostérone, mais je crois que lui, il s'est dopé, quoi. Parce que là, il a une musculature, et si ce n'est pas, c'est qu'il a eu beaucoup de testostérone, il devrait avoir plus. Mais quelqu'un comme ça qui a développé une obésité ou quelqu'un qui est plutôt freluquet et qui est petit aura besoin d'un taux plus bas. Donc, la moyenne de testostérone, en fait, ici en Belgique, chez un jeune adulte, est aux alentours de 6500 picogrammes par ml ou 650 nanogrammes par décilitre. Et on pourrait probablement, pour des gens comme ça, on doit se dire qu'il doit être plus ou moins dans une fourchette autour de cette moyenne pour être bien, pour restaurer la santé s'il a un taux plus bas. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ceci, il y a clairement une carence en testostérone. Il est quelque part peut-être entre 0 et 6000 picogrammes par ml, ou un peu moins. Moi, je suis ici aux alentours de 4500. Eh bien, voilà le résultat si on le mettait à 7000 picogrammes par ml, et évidemment une bonne alimentation et tout ça. Donc, alors, quelqu'un qui aurait une taille supérieure à la moyenne doit avoir un taux supérieur à la moyenne, et on est ici à probablement une fourchette entre 7000 et 10 000 qu'il faut viser dans le traitement. Ici, j'essaie de le simplifier, parce que je dirais que ce n'est pas encore toujours aussi simple que ça. Donc, quelqu'un comme ça, qui est assez grand et massif, a eu probablement de hauts taux de testostérone quand il était jeune adulte. C'est ces taux-là qu'il faut essayer d'avoir. Et il se trouve actuellement à 0 jusqu'à 7000 picogrammes. On dirait 7000, mais c'est très bien. Peut-être pas pour cet homme-ci. Il a eu plus. Doit avoir plus. Et donc, c'est là où la médecine devient un art, c'est qu'il faut l'adapter aux patients. Une médecine personnalisée, etc. Donc ici, ceux-là, ce sont je dirais des colosses. Ils doivent avoir probablement un taux de testostérone aux alentours de 9000. Pour être bien. Et pas 7000 et pas sûrement pas 5000. Alors ici aussi, c'est un mastodonte, mais il reste très, très imposant, mais c'est plus de graisse que de muscles. Et voilà le résultat. Maintenant, ça, c'est évidemment exagéré. Là, il s'est dopé pour changer. Il a fait l'excès. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'il a cette masse musculaire, là, il doit avoir des taux de testostérone élevés pour garder ça, sinon il ne sera plus jamais en bonne santé. Il va diluer tous ces autres hormones, en fait. Donc, quand on est petit, on doit avoir un taux aux alentours de 5000 à 6500, et ça peut être suffisant. Donc, pour des gens petits et qui sont peu musclés, ça peut être suffisant d'avoir entre 5000 et 6500 picogrammes, donc en dessous ou juste en dessous de la moyenne pour un jeune adulte.
Donc on tient compte de la taille globalement et surtout de la musculature pour déterminer le taux, mais on tient aussi compte d'autres facteurs. Donc juste pour les gens petits, ça, un taux de 0 à 4900 picogrammes par ml sera pour tout le monde, pour tout homme pratiquement, trop peu. Donc si vous avez ce taux-là, c'est trop peu. Quand moi j'ai commencé à me traiter avec la testostérone naturelle, parce qu'avant je prenais un dérivé de synthèse, mais c'est mieux la testostérone naturelle, mais j'étais à 4200. Et j'avais alors perdu mes cheveux. Donc, mais par contre, ceux-ci, ils auront un excès si on les met à plus de 7000. Donc, il ne faut pas prendre trop. Quelqu'un qui n'est pas n'a pas beaucoup de volume, ou pas, en tout cas pas beaucoup de muscles, pas nécessairement donner trop, sinon il sera peut-être surdosé. Alors, l'autre facteur qu'il faut tenir compte, c'est qu'il faut tenir compte des plaintes et des signes physiques de carence en testostérone, ceux que je vous ai montrés. Donc, s'il a beaucoup de signes physiques, beaucoup de plaintes, il faut augmenter la testostérone. Si avec ce taux, ce n'est pas encore assez, ces plaintes ne sont pas parties, il faut peut-être donner encore un peu plus. Il faut garder un juste milieu, mais quand même, il faut adapter ça aux signes physiques et aux plaintes. Elles doivent disparaître sans faire apparaître des plaintes et signes physiques d'excès. Alors, il y a un autre facteur à demander dans le sang, c'est la SHBG, la Sex Hormone Binding Globulin. C'est cette protéine qui va transporter une grosse part de la testostérone, parce que si elle est trop élevée, elle va garder la testostérone dans le sang trop longtemps. Si elle est trop basse, ça va provoquer un autre problème, c'est que la testostérone va trop vite partir et trop vite aller dans les organes. Et quand le sang passe à travers le foie, par exemple, c'est au début du foie, lorsque le sang passe, qui va prendre toute la testostérone, et l'autre partie, plus loin du foie, n'aura pas autant de testostérone. Donc, il faut aussi avoir une protéine transporteuse qui est un taux acceptable et suffisant. Donc, elle ressemble à ça. Donc, vous avez la testostérone qui se place sur cette SHBG. Elle transporte la testostérone et elle la fixe très fort, mais elle fixe encore plus fortement la DHT, la dihydrotestostérone. Elle a aussi de l'affinité pour les œstrogènes qu'elle transporte, mais pas autant que pour les hormones mâles. Et elle les amène en fait des glandes sécrétrices, les testicules en l'occurrence ici, jusqu'au tissu cible. Et en fait, ce qui serait la meilleure valeur, là, les taux sont en nanomoles, c'est entre 20 et 55, disons en gros, les valeurs entre 15 et 55, les valeurs de référence. Vous devez être plutôt bas normal. Chez une femme, avec la SHBG, vous devez être haut normal. Mais chez un homme, plutôt bas normal. Et au-dessus de 38 nanomoles par litre, vous pouvez commencer à avoir trop de testostérone qui reste fixé dans le sang, pas assez qui arrive dans les cellules. Alors, il y a l'indice dont on a parlé déjà, l'indice de testostérone libre, ou le FTI, ou le taux de testostérone SHBG. Donc, en fait, c'est le taux de testostérone par rapport à SHBG. On appelle aussi le Free Androgen Index. C'est presque la meilleure évaluation de la testostérone dans le sang. Et si on a ces valeurs, les valeurs de référence données par le labo ici, il faut vraiment trouver un bon labo. Pour l'instant, je ne travaille plus qu'avec LIMS parce que je suis sûr des dosages, parce que j'ai eu trop de craques. Et alors, vous verrez qu'il y a un dosage que vous devez absolument avoir, qui va suivre, et que beaucoup de labos ne font pas. Mais ici, pour l'indice de testostérone libre, c'est entre 3 et 139. Vous voyez, c'est une valeur de référence un peu trop large. En fait, le bon taux est aux alentours de 95. Donc, c'est un rapport testostérone en SHBG exprimé en mol. Et en fait, alors, on n'a plus besoin d'unités parce qu'il apparaît d'autres unités. Donc, c'est un rapport. Et disons qu'en gros, pour retenir, c'est autour de 100 qu'il faudrait aller. Mais je pense que le vrai taux est autour de 95. Ça, c'est le taux optimal pour la majorité des gens qui sont normalement musclés. Et alors, on peut évidemment accepter une certaine largeur, une fourchette de valeur autour de ces 95. Ça, c'est pour quelqu'un de moyen, en musculature, un bon taux. Et si quelqu'un est supérieur à ça, il doit avoir un taux supérieur à 95 de cet indice testostérone libre, entre 95 et 130, quelque part. Et s'il est plus petit, il devrait probablement avoir une valeur
un peu inférieur, mais jamais 60 ou 40 ou 30. Ça, c'est beaucoup trop bas. Donc, il faut un peu juger en fonction de la personne. Vous voyez qu'avec l'âge, cette fourchette de référence diminue et que finalement, quand on voit ça, on a en fait la plupart des hommes, les 2,5% en dessous de sa valeur de référence et les 95% sont déjà dans une fourchette pratiquement trop basse en testostérone. Donc cet indice de libre est presque au-delà de 50 ans. Tous les hommes ont quand même moins de testostérone par rapport à ce qu'ils avaient à l'âge de 25 ans. Alors, comment est-ce qu'il faut diminuer un taux de SHBG qui serait 3, qui serait 50, 60 et 70? D'abord, il faut savoir que si le patient est déshydraté, cet SHBG sera toujours élevé. Et alors, la testostérone pourra même être élevée faussement parce que cette personne est vraiment dans un état de déshydratation. Donc, moi, je demande toujours à mes patients de boire 2 ou 3 grands verres d'eau avant la prise de sang, dans les 2 heures avant, pour ne pas avoir de déshydratation. Hein? Ils doivent être à jeun de nourriture, mais pas d'eau. Et en fait, ce sont les androgènes qui diminuent les SHBG. Parce qu'il n'y a pas assez, s'il y a trop de SHBG, c'est que les œstrogènes dans le corps ont trop d'activité. Et c'est la testostérone qui diminue la production des SHBG. Donc, c'est la même chose pour d'autres protéines transporteuses. La testostérone diminue la TBG, thyroxine binding globulin, et l'hormone de croissance, growth hormone binding globulin, etc. Donc, ça, c'est le plus fort. L'hormone de croissance peut diminuer, l'insuline, le cortisol, le glucuride, mais c'est vraiment les androgènes qui sont numéro 1, où il faut diminuer le taux excessif d'œstrogène qui peut augmenter cet SHBG. Alors, l'hyperthyroïdie peut aussi très fortement augmenter les SHBG, mais les hyperthyroïdies réelles sont vraiment rares. C'est plutôt des hyperthyroïdies iatrogènes, provoquées par un traitement surdosé. Et alors, c'est un des marqueurs, c'est le SHBG élevé. Alors, ceci est le dosage que vous devez absolument avoir. Androstane diolguronide, chez hommes et chez les femmes. C'est le marqueur de l'androgénicité. En fait, c'est le métabolite de la dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, c'est un test tout à fait vieillot et qui est d'ailleurs mauvais. Il faut plutôt avoir le métabolite. Le métabolite, ça veut dire que quand la dihydrotestérone a été utilisée comme hormone, elle va sur le récepteur et puis le récepteur le transforme en métabolite. Donc, on a une trace d'activité métabolique de la dihydrotestostérone. Et donc, le taux de dihydrotestérone est en fait une potentialité de pouvoir masculiniser cet homme, mais si on a l'androstane, on sait vraiment s'il y a eu de l'effet. Donc, c'est plus important. Alors, il faut aussi savoir que l'androstane diolguronide, sa concentration dans le sang chez l'homme, est 2 fois aussi élevée que la testostérone. Donc, l'androgène principal, c'est ce métabolite dans le sang d'un homme. Chez la femme aussi, hein? Alors, la dihydrotestérone, au contraire, dans le sang, est 10 fois moins concentrée que la testostérone. Donc, ici, on a vraiment une idée de ce qui se passe dans les cellules. Et pourquoi c'est important? Vous ne voulez quand même pas provoquer une calvitie masculine chez votre patient. Et si l'androstane diolguronide est déjà élevé et vous donnez la testostérone, ça veut dire que cet homme-là va transformer très vite la testostérone en dihydro. Donc, il faudra normalement donner la finasteride, un bloqueur, pour ne pas avoir trop de transformation en dihydro et donc pas de taux trop élevé en androstane diolguronide. Par contre, si vous donnez la testostérone et vous ne voyez pas ça augmenter fortement, cet homme pourra continuer à avoir de la dysfonction érectile, par exemple, parce que c'est la dihydrotestostérone qui est plus que la testostérone qui permet de bonnes érections. Donc, ce taux ne peut être ni trop bas ni trop élevé. Donc, vous voyez ici que la testostérone se transforme en dihydrotestérone, puis ça se transforme en androstane diolguronide. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce variable. C'est un marqueur de la masculinisation. Si vous avez un homme qui a très peu de barres, par exemple, très souvent, ce taux est très bas.
Par contre, s'il est trop élevé, c'est un excellent marqueur de risque de calvitie chez les hommes. Il faudra faire attention. Et peut-être d'abord commencer avec doses plus basses en testostérone. Et puis voir comment. Alors, on demande aussi, je vous conseille aussi de demander l'œstradiol et éventuellement aussi l'œstrone. Mais au moins l'œstradiol comme hormone féminine. Parfois aussi la progestérone. Et bon, on a déjà parlé un peu des œstrogènes, donc pour ne pas être trop long, j'ai un peu sauté un peu les explications, mais dans les tests que je demande aussi facilement, c'est FSH. Plus haut est l'FSH. FSH stimule la spermatogénèse, mais chez l'homme, c'est la première hormone de l'hypophyse qui augmente avec l'âge et qui signifie qu'il y a quand même une déficience testiculaire. En spermatogénèse, d'accord. Mais les FSH stimule au niveau des testicules la production d'œstradiol. Donc, avoir une FSH élevée, parce qu'il y a trop peu de spermatogénèse, va malheureusement aussi induire plus d'œstrogène qui va aussi bloquer un peu la spermatogénèse. Donc, on a quelques idées là de ce qui se passe. LH, vaudrait aussi la peine de demander, mais c'est beaucoup plus tard avec le vieillissement que ça commence à augmenter par insuffisance du testicule. Et alors, la prolactine peut être inhibiteur de la production de testostérone. Donc, ça sont des valeurs, des tests additionnels. Moi, je demande dans ces tests, je demande toujours les FSH, parfois les autres. Donc, ça sont les tests essentiels que je demande. FSH, œstradiol, testostérone, SHBG, androstenediolcuronide. Et ce n'est pas l'androstène. Hein? Androstène, c'est une hormone mâle des surrénales. Ceci est une hormone le métabolite de la dihydrose. C'est celui-là qu'il faut avoir. C'est très important d'avoir celui-là. Et alors, vous pouvez demander d'autres tests comme LH, prolactine, œstrone, testosterone libre, testosterone biodisponible ou l'index, la dihydrotestosterone. Le labo peut toujours fournir l'index de testostérone sur SHBG. Mais donc, ce qui est en rouge sont les tests, pour moi, essentiels. Minimum. Alors, quels sont les traitements des déficiences en testostérone? Il existe plusieurs traitements. Et le premier traitement n'est pas de donner la testostérone. Le premier traitement est de donner des traitements naturels, mais ce n'est pas suffisant dès que la déficience commence à être importante. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment on peut influencer. D'abord, acheter une meilleure voiture. On est dans la science ici. Hein? Donc, vous avez ici, est-ce que cette voiture va augmenter votre taux de testostérone? Qu'est-ce que vous pensez? Manu? Peu probable. Ça dépend combien ça coûte. OK. Et cette voiture, qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas le droit à l'erreur ici. Hein? Donc, bon, c'est une vraie étude qui s'est basée sur une Toyota Camry et une Porsche Carrera. OK? C'est la vraie science. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est la référence. Qu'avec la voiture de sport, lorsqu'on donne ça à un jeune homme, il va augmenter sa testostérone aussi bien sur les autostrades que dans le centre de la ville. Par contre, avec la Toyota, sur autostrade légèrement et en ville, franchement, ça va descendre. Hein? Et donc qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai acheté une voiture sportive, mais pas pour moi, hein? Pour ma femme. Alors, ma femme arrive avec cette voiture orange qui est une petite Tesla Roadster. Elle arrive et alors elle sort. Donc j'ai doublement augmentation de la testostérone. Évidemment, peut-être que les traitements chez les pharmaciens sont moins chers. Hein. Alors, supporter les gagnants. Donc, si vous avez un match de football, toujours pour l'équipe gagne 5 minutes seulement. Ah bon? Bon, alors, on n'aura pas le temps d'expliquer la testostérone. Alors, supporter une équipe gagnante augmente la testostérone. Et ceci est réel. Ça prend 2-3 jours que vous avez une testostérone augmentée si votre équipe a gagné, quoi. Donc, il ne faut pas supporter Anderlecht pour l'instant. Manger de la viande.
vous voyez que ceux comparés à ceux qui sont végétariens et mangent des produits laitiers et des œufs, hein, comparé à ceux qui mangent beaucoup de viande, il y a plus de testostérone, en 27% plus de testostérone à ceux qui mangent de la viande. Il existe aussi une autre étude que j'ai pu retrouver, mais que j'avais dans le temps, et qui montre qu'alors qu'en mangeant de la viande, on a plus de dihydrotestostérone. Donc c'est mieux pour les érections, mais on risque plus de perdre les cheveux, quoi. Alors prenez la vitamine D, ça c'est pour faire plaisir à Stéphane, il adore, vitamine D, il adore. Hein, ça c'est pas Stéphane, hein. Alors, donc, on a donné à des hommes assez obèses, enfin, 3300 unités. Ils ont une augmentation significative de la testostérone de 25% et de 20% du testostérone libre et bioactif. Donc, ça aide. Ce que Stéphane dit, c'est juste. Vous voyez que chez lui, ça a de faire un gros développement de muscles. Hein? La vitamine D. Alors, traiter aussi avec la testostérone bioidentique, donc pas des marqueurs. Donc, testostérone bioidentique, dans l'ordre de la fréquence d'usage, il y a les gels transdermiques testostérone et les injections de testostérone, les implants de testostérone qu'on n'a pas chez nous à ma connaissance. Hein. Et alors, il y a aussi la testostérone orale et la testostérone sublinguale, on n'en a pas. On a la testostérone orale, c'est le testocaps, mais pas génial. Hein. Alors, le gel transdermique, donc, pour bien vous dire, quand vous faites un transdermal, ça va pénétrer la peau et ça va s'accumuler dans la graisse sous-cutanée normalement, qui permet d'être un réservoir. Et alors, il y aura une diffusion lente pour aller dans le sang. Mais pour faire ça, vous devez le faire sur une zone suffisamment grande. Si vous mettez uniquement comme ça, ici au bout des poignets, il n'y a presque pas de graisse là, ça passera directement dans le sang et disparaîtra rapidement. Donc, si vous voulez un effet sur 24 heures, il faut le mettre sur plus d'espace. Et le premier choix en testostérone, mais on n'a pas ça en Belgique, ce serait la testostérone à 10%, c'est même interdit maintenant, au-delà de 2,5%, puisqu'ils ont refait une loi. J'espère que la procédure où c'était devant le juge en novembre, on va gagner. Normalement, on devrait. Le permet et on a dans des pharmacies en Allemagne, ce sont les meilleurs. On peut en faire ici, mais il faut un appareil très spécial pour avoir une crème liposale de haute pénétration. Donc moi, c'est dans les pharmacies à Francfort, en fait. Et alors, la crème de testostérone, en fait, il faut l'appliquer sur le front, sur le côté latéral du cou, au-dessus de la clavicule, mais pas sur les zones pileuses, sinon ça se transforme en dihydrotestostérone. Il y a trop de réductase, 5-alpha-réductase, de l'enzyme qui permet de transformer la testostérone en dihydrotestérone, et alors vous risquez d'avoir trop de dihydro et donc trop de pilosité ou de perte de cheveux. Et aussi, par exemple, ici un peu sur les côtés, il n'y a pas vraiment de poils là, mais là où on rougit, il y a plus d'absorption, parce qu'il y a plus de vascularisation. Il y a 3 fois plus, disons, au niveau du front qu'au niveau du bras, par exemple, ou du dos. Non, surtout au niveau du dos. Là, le dos n'a pas beaucoup d'absorption parce que la peau est trop épaisse. Et c'est pourtant là qu'on conseille actuellement. Vous avez en Belgique, quels sont les gels de testostérone les plus dosés? C'est actuellement le Testarson de Ferring à 2%. Ça vient de sortir il y a environ 6 mois. Et ils ont comme ça un sort de conteneur pour ne pas le mettre sur les mains, où vous l'appliquez, et ils disent ici un peu aux épaules. Mais je pense que le mieux, c'est de l'appliquer au front, carrément avec les mains, et se laver les mains après. On verra que c'est très efficace. Quand vous lavez les mains, vous avez 25 fois moins de testostérone qui reste sur la peau. Hein. Donc ça vaut la peine de se laver les mains. Et en fait, nos patients, on met une explication sur la prescription que le pharmacien doit normalement mettre sur la boîte ou sur ce qu'il fait en disant qu'il faut se laver les mains après avoir appliqué le gel. Alors, Androgel est 1,62% de besin, c'est le deuxième plus concentré. Et si vous prenez ça, il faut prendre quand même entre 5 et 15 grammes par jour pour avoir les doses parfois suffisantes. Donc, ça dépend les patients. Et là, ça sera difficile de le mettre, donc il faudra mettre 2 fois par jour, matin et soir. En général, c'est le matin, sinon qu'on met. Bon, ça sont un peu les pics d'absorption. Vous voyez qu'on revient très vite
après 20 ou 24 heures de nouveau au niveau initial. Donc, si vous faites une prise de sang, vous devez changer l'application de testostérone. On prend la testostérone le soir au lieu du matin pendant 3 jours. Et après la 3e nuit, le matin, on fait la prise de sang environ 8 à 10 heures après la dernière application. Et alors, on est environ dans la moyenne. On a plus ou moins le taux moyen ou plus élevé, mais en général moyen. Et ça permet de savoir si on est arrivé au bon taux. Si on fait ça 24 heures après, on est déjà descendu. Si on fait ça 2 heures après, on a un pic normalement d'absorption plus élevé qui n'est pas intéressant. Donc, alors ici, on montre un peu que quand on met sur le ventre, il a des applications qui sont meilleures, en principe, sur les épaules et le bras, mais c'est encore mieux au niveau du visage ou du cou. Donc, c'est vraiment ces zones-ci que moi, je trouve les meilleures. Et ici aussi. Et ici, c'est une étude qui montre, 2 études qui montrent qu'en fait, c'est le front qui absorbe le plus. Là, on rougit, il a plus de vaisseaux. Post-auriculaire serait aussi pas mal, mais le dos, c'est le moins. Alors, les zones génitales sont aussi bien que le front. Pourquoi? Il y a beaucoup de vaisseaux là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pilosité là aussi, sur le scrotum, par exemple. Très bonne absorption, mais ça rentre aussi très vite. Donc, on ne doit peut-être pas trop craindre de faire trop d'hydrotestostérone. Et donc, voilà. Donc, aussi, alors, pourquoi mettre plusieurs couches? Cette étude montre que quand on a même quantité de testostérone, mais au lieu de mettre une grosse couche dont une partie reste en surface, si on a une mince couche, ça se rend dedans, et puis la zone est stimulée pour absorber, on remet une couche, et puis on remet une 3e couche, et bien en faisant ça, on a plus qui est absorbé. On optimise l'absorption. Et donc c'est ici, dans l'hypoderme, que s'accumule la testostérone. Et c'est la raison qu'il faut quand même mettre sur plusieurs zones pour pouvoir avoir un effet 24 heures sur 24, sinon il faut le faire 2 fois par jour. Alors, une douche avant, mais pas 15 à 30 minutes après. Donc, vous faites d'abord votre douche et puis prenez la testostérone. Donc, si on se douche 15 à 30 minutes après, on perd 55 à 67% de l'effet. Alors, attention à ne pas avoir de contact physique avec le partenaire sur les zones d'application de testostérone transdermique. Vous avez ici, les femmes ont des taux, si 15 minutes après, vous l'embrassez et vous la touchez, vous allez augmenter de 2 à 3 fois ou 4 fois son taux de testostérone. Alors, c'est bien si vous voulez qu'elle soit un peu stimulée sexuellement, mais au bout de quelques mois, elle aura de la moustache, quoi. Donc, ça, évidemment, il faut pour tous les goûts, parce qu'actuellement, les goûts ont changé. Donc, alors, si on couvre avec un T-shirt, on a déjà beaucoup moins, mais on garde encore une transmission à travers le T-shirt, de 6 à 11% au lieu de 280%. Donc, porter un T-shirt, plus tard, on devra peut-être mettre des gants et tout ça. Plus difficile pour faire l'amour, je crois. Alors, donc sur le ventre, là, on a un maximum de transmission, même avec un T-shirt. Donc là, sur le ventre, c'est 43% d'augmentation dans les 2 heures après, donc jusqu'à 60% plus d'augmentation des taux chez la femme, même 2 heures après, parce qu'on se frotte avec le ventre. Donc là, le ventre... Et quand vous le faites sur le front, là, vous n'avez pas autant de contact avec votre partenaire, donc c'est aussi des zones moins dangereuses de mettre pour transmission. Donc, lavez les mains après l'application de la testostérone. Vous voyez que vous avez 25 fois moins de testostérone qui reste sur les mains lorsqu'on a lavé les mains. Alors, crème solaire, est-ce que c'est bien? Eh bien, moi, je pensais que ce n'était pas bien, et en fait, c'est OK. Ça augmente l'absorption de la testostérone. Ça stimule en mettant des crèmes de 14-17% plus de testostérone qui pénètrent quand on met une crème solaire après. Donc, apparemment, ce n'est pas un problème. Mais il y a quand même des crèmes qui peuvent empêcher l'absorption, donc faites quand même attention.
Donc, vous voyez, bon, ça, on va un peu. Alors, les injections intramusculaires, c'est l'autre possibilité. Il y a plusieurs sortes. Le propionate ne reste pas assez longtemps dans le sang. L'énanthate et cypionate, c'est mes préférés. Et le testosterone indécanoate, c'est le Nebido, 6 à 8 semaines, pas 3 mois comme ils le disent. Après 2 mois, chez la majorité, sauf si c'est quelqu'un de très âgé, mais pour quelqu'un de, disons, 50, 60 ans, les taux ne sont plus bons après 2 mois. Et donc, le préféré, c'est l'énanthate. Alors, ça, c'est l'énanthate. Ça se représente comme si. On n'a plus en Belgique. Donc, il faut le commander à partir de l'Allemagne à Testosteron Dépôt. Ça, c'est le moins cher. Vous avez 3 ampoules, je crois, dans une boîte. Et sinon, de la France, c'est Androtardil, 1 ampoule. L'idéal, ce serait le Testosteron Dépôt du point de vue qualité-prix, parce que c'est le même fabricant, même produit. Et l'idéal, c'est environ 250 mg tous les 10 à 14 jours. Maintenant, les Anglais font ça autrement. Ils font ça actuellement de plus en plus, tous les 2 jours, une petite quantité qu'on s'injecte au niveau de la cuisse. Et ça a des taux plus stables et ça a un effet meilleur. Parce que sinon, il a comme ça... enfin, je vais vous montrer. Ça, c'est le testosteronate. Ça sont les données. Cypionate. On a en fait, tout au début, un très haut taux de testostérone. Après 4-5 jours, on retombe dans des valeurs de référence un peu normales. Et après 10 jours, il y a souvent trop peu, quoi. Donc ça, c'est l'inconvénient des injections de testostérone, mais ça ne cause pas de problème à pas mal de patients. Et les injections, je les donne chez les hommes à partir de 60 ans, en général, plus que le gel de testostérone, parfois 55 ans. Mais moi j'ai 61, je ne prends encore que le gel. Mais j'ai commencé beaucoup plus tôt. Et donc, mais le jour où j'ai l'impression que ça ne pénètre plus très bien, je passerai aux injections. Donc, on peut donner des doses plus rapprochées comme ça ou pas. Tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, on tombe beaucoup trop bas. Vous voyez qu'on tombe trop bas. Donc, tous les 2 semaines, c'est bien, mais on a quand même un taux un peu bas ici. Et alors, quand on fait tous les 4 semaines, là, c'est vraiment pas bien. La moitié du temps, les hommes ont beaucoup trop peu de testostérone. Ça, c'est le libido. Donc, ça, c'est les 1000 mg. C'est plutôt bien. Mais il y a 1 homme sur 5, je n'ai pas tout à fait compris, qui avec ça n'a plus d'érection, ou ça ne semble pas fonctionner. Je crois qu'alors, ces hommes produisent trop d'hormones féminines qui bloquent les hormones mâles, c'est quelque chose comme ça. Mais pour raison X, on ne peut pas les mettre dessus parce qu'une fois que ça a eu cet effet, ils ne veulent plus se produire. Donc, ce indécanoate de Nebido, c'est déjà des taux plus stables, mais il y a quand même une sorte de taux très haut. Alors, quand faut-il contrôler le sang? Après une injection de testosterone enanthate, c'est après 11 jours. Et après, ici, je dirais après 6 semaines ou 5 semaines, il faudrait contrôler les taux. Mais pas immédiatement après. Alors, Sustanon, c'est ce que nous avons chez nous, ici, et qui est composé de 4 différents, pour essayer d'avoir un effet le plus stable possible, mais pour raison X, à un certain moment donné, on n'avait plus la testosterone enanthate, même pas de l'étranger, et alors on avait que du Sustanon. 60% des hommes qui étaient sur la testosterone enanthate sont tombés en dépression, une sorte de tristesse, comme s'ils avaient moins d'énergie, moins le moral avec ça, semblait moins fonctionner. Donc, Sustanon, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que le testosterone enanthate. Et donc faire attention au bleu aussi, il faut bien injecter. Une injection intramusculaire se donne perpendiculaire, une injection sous-cutanée en oblique. Il ne faut pas pincer la peau avant de pénétrer. Si on pince la peau, évidemment, on aura un bleu. Il faut plutôt étendre la peau avant d'injecter. Testosterone oral, testocaps, ça peut donner des effets. Moi, j'ai pratiquement plus aucun patient là-dessus. Parce que ça n'a pas un effet vraiment très, très stable. C'est 1 à 6 pilules de testocaps par jour. Et c'est pas si bien. Alors, problème fréquent de la thérapie, je vais un peu passer là-dessus. Bon, si vous l'appliquez mal, je vais surtout parler de l'excès d'oestrogène. Hein? Ces stéroïdes que vous avez pris pour le bodybuilding, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé ou que ce n'est pas d'origine animale, quoi. Et alors, moi, j'ai une dame comme ça, et elle avait pris du Winstrol, un dérivé de synthèse, ok? Parce qu'elle manquait de libido.
en 6 ans de temps, elle s'est tout à fait virilisée et les gens le prennent pour un trans. Elle s'est trompée, elle pensait qu'en prenant un anabolisant de synthèse, elle n'allait pas avoir les effets masculinisants. Mais le Winstrol, c'est de la dihydrotestostérone de synthèse. Donc, elle s'est tout à fait virilisée. Donc, maintenant, on doit Donc, il faut vraiment que quand il s'agit d'hormones, que les patients viennent chez le médecin avant de commencer quelque chose. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a des dérivés de synthèse qui sont hyper masculinisants. Alors, avec l'âge, la testostérone diminue, mais l'œstrogène, en général, les œstrogènes augmentent. Entre autres parce qu'il y a de la graisse. Et dans la graisse, il y a l'enzyme aromatase qui change la testostérone en œstradiol. Et vous voyez, ça c'est typique, les problèmes d'excès d'œstrogène, hypertrophie de la prostate, rétrécissement du testicule parce que ça bloque l'FSH et donc la spermatogenèse va dans le bas, dysfonction érectile en bloquant les hormones mâles, l'obésité gynoïde, ils peuvent même avoir de la cellulite, mais c'est très rare quand même, gynécomastie avec vraiment des glandes mammaires. Et alors un manque de libido, évidemment, et un manque de tonus. Donc, et alors on a vu aussi la diapositive où il y a plus facilement probablement des infarctus du myocarde. Donc, on a toutes ces maladies comme maladie cardiaque, aussi plus facilement des AVC, avec l'excès en œstrogène. Hein? Alors, l'excès d'œstrogène peut être causé par l'obésité, dont on a parlé, mais aussi les cafés et l'alcool, les sous-vêtements serrants qui vont écraser les testicules contre le corps, il y a une stase, et les testicules, dans ces conditions, fabriquent plus d'œstrogène, moins de testostérone, comme dans le varicocèle également, à cause de la stase. Alors ici, vous avez l'embonpoint, excès de masse. On peut avoir facilement un doublement du taux. Au lieu d'avoir 25, on a 60 picogrammes par ml, par exemple. C'est fort connu, ce mécanisme. Je vais un peu passer là-dessus. Et alors, la consommation de café, plus de 2 tasses ou plus par jour, augmente de 60% les taux d'œstradiol. Ceci est l'étude, dans une étude chez des Grecs. Et alors, la consommation d'alcool, 1 verre ou plus par jour, aussi 60% d'augmentation de l'œstradiol. Donc, c'est éviter les caleçons serrants. Alors, je sais, c'est très sexy, mais bon, sacrifiez un peu ce côté-là. Enlevez le slip alors, hein, c'est encore mieux. Et mais gardez quand même le pantalon large autour. Hein. Et alors, donc on a une compression des testicules, c'est ça le problème. Alors, les testicules ne supportent pas, pour la spermatogenèse, en taux d'être trop chauds. Ils ne doivent pas avoir la même température que le corps, ils doivent pendre 2 cm en dessous du corps pour avoir les 2 degrés de moins de température qu'il faut pour une bonne spermatogenèse. Donc, alors, donc, les jeans élastiques pour hommes faire quand même attention. Et la gynécomastie, donc ici, on voit qu'il y a une gynécomastie qui se forme avec un traitement de testostérone non contrôlé. C'est un peu ça. Ce n'est pas un de mes patients. J'ai pris ces diapositives de l'Internet, mais ça se voit. Et donc, en fait, il faut arrêter l'alcool, perdre du poids, hein, perdre de la graisse. On peut donner la progestérone au coucher, diminue de 30%, 100 mg diminue de 30% l'œstradiol si on veut une méthode naturelle, sinon c'est l'anastrozole. Alors la progestérone naturelle peut bloquer les érections. Donc faire attention chez les hommes âgés. Et l'anastrozole, il y a aussi les diindolméthane DIM. Ce sont les doses qu'il faut pour que ça soit efficace. Mais c'est variable de personne à l'autre. Donc, vous donnez le traitement et puis vous verrez si ça marche, s'il faut plus ou pas, vous le verrez. Et donc, l'hypertrophie de la prostate est vraiment un des gros problèmes. Vous voyez que le volume augmente avec l'âge, on a déjà vu ça. Et il y a une corrélation de l'estradiol avec le volume de la prostate. Et alors, il y a beaucoup d'études là-dessus, maintenant. Donc, c'est plutôt embêtant. Taux élevé d'œstradiol et d'œstriol dans l'hyperplasie de la prostate. Alors, lorsqu'on donne un inhibiteur de l'aromatase, on parvient chez les hommes à diminuer la taille de la prostate en diminuant les œstrogènes. Et on a presque fini.
Oui, d'accord. Alors, le café, donc, vous voyez qu'il a plus d'hypertrophie de la prostate. Plus on boit du café, plus le mécanisme est probablement une augmentation des œstradiols. Donc, décaféiné pour le patient, pas du vrai café. Et alors, vous voyez que plus on a de l'obésité, plus il y a un volume de la prostate également, probablement parce que le mécanisme doit être par un excès d'œstrogène. Donc, voilà. Vous voyez ici, dans l'obésité, doublement du taux d'œstradiol. Donc, fatalement, une plus grosse prostate. Traitement qui marche très bien, je trouve. J'ai déjà fait chez pas mal de patients, donner des suppositoires de progestérone 100 à 150 mg, dépendant du volume excessif de la prostate, et de l'ictiol, qui est un antiseptique utilisé en chirurgie, 300 mg, qui est un peu noir, donc c'est un peu salissant. Et il faut prendre ça tous les 2 jours en suppositoire, pas avant les rapports, puisque ça peut calmer un peu les rapports. La progestérone est un peu somnolente, mais après les rapports, s'il y a des rapports, et c'est pas mal. Ça donne vraiment de très bons résultats, même inespérés. Une grosse prostate, 45 millilitres, 50, et puis on s'aperçoit que c'est 30 millilitres ou 32 millilitres après, quoi. Et alors, évidemment, on impose d'éviter la consommation d'alcool, la caféine, et de contrôler par échographie. Alors, si quelqu'un ne sait pas arrêter l'alcool, on lui donne un inhibiteur d'aromatase. Alors, on va terminer ici l'excès de testostérone. Il ne faut pas donner trop. On peut être trop rouge, vasodilatation des capillaires cutanés avec trop d'hémoglobine et aussi trop de formation de globules rouges. Évidemment, ce n'est pas direct, ça. C'est en général, s'il y a trop de globules rouges, ça prend quand même 3-4 mois avant de commencer à avoir trop de globules rouges. Ça prend du temps. Donc, dans ce cas-là, il faut diminuer les androgènes. Si on a ce problème, l'acné, ça peut être trop d'androgènes, mais c'est souvent parce qu'on mange en même temps des produits laitiers ou des sucreries. Surtout le chocolat, yaourt, ça c'est le pire pour l'acné, surtout quand on donne de la testostérone. Donc, il faut d'abord améliorer l'alimentation et puis voir s'il ne faut pas diminuer la testostérone. Alors, on a ces excès comme ici. Ils sentent aussi très fort sexuellement. Moi, j'ai fait ça une fois, j'ai pris un excès, mais je me suis dit, est-ce que c'est bon pour les gencives? Parce que vous savez, j'adore essayer les traitements. Donc, je mets sur les gencives pour voir si c'est bon. Et puis, je ne sais pas, je me sens un peu stimulé comme ça. Et puis, je m'approche un peu de ma femme comme ça. Et elle dit, mais oh, qu'est-ce que tu sens? Parce qu'en fait, il y a une pénétration énorme lorsqu'on met la testo à ce niveau-là. Et ça rentre dans le système et on sécrète des phéromones en opulence, en excès, quoi. C'est très intéressant de faire des expériences. Alors là... C'était trop fort parce que, à mon avis, le taux d'œstrogène était un peu bas là. Alors, risque d'événements indésirables associés au remplacement. Je vous rappelle, ce dont a parlé Stéphane, que l'hématocrite peut être trop élevé. Et ça, c'est vraiment un problème qui, parfois, oblige de demander aux patients qui se sentent bien avec les traitements et qui veulent continuer le traitement, d'aller faire prendre du sang 3 à 4 fois par an, 500 millilitres. Et alors, ça, on arrange l'affaire. Parce qu'à un hématocrite trop élevé, le sang est trop épais, on peut réellement, et j'ai quand même eu 2 patients qui ont eu ce problème, on peut faire un embole pulmonaire. Évidemment, comme la testostérone est fibrinolytique, elle redissout ce qu'il y a, mais il vaut mieux éviter ça. Et donc là, j'insiste, dès que l'hématocrite est trop élevé, j'insiste qu'ils font prendre du sang. Alors, c'est généralement chez les hommes aussi qui ronflent et qui ont d'apnée de la nuit. Ils ont asphyxie qui stimule aussi la formation de globules rouges, et les 2 ensemble, une testostérone normalement dosée, plus l'apnée du sommeil. Alors, il y a moyen de beaucoup moins avoir d'apnée du sommeil en tenant le menton plus bas, près du sternum. Dormir sur le côté, on est fait pour dormir en position de fœtus. Et donc, on dort sur le côté, menton près du sternum, et vous verrez, vous respirez beaucoup mieux. Tandis que si vous respirez en arrière, sur votre dos, alors vous allez ronfler plus facilement. C'est vraiment important parce que cet hématocrite élevé peut parfois obliger d'arrêter sinon un traitement, s'ils ne veulent pas faire une prise, enlever du sang. Donc voilà, autre problème qu'on peut avoir, c'est la seule façon qu'on peut contrôler son taux de testostérone, quoi. Donc parfois, si vous donnez un excès, on doit le mettre en cache, le monsieur, parce qu'il est trop agressif, vous avez compris. Donc voilà.